Bonsoir et bienvenue à tous pour suivre avec nous ce journal dont tels sont les titres de l'actualité de ce 22h. Dans l'actualité nationale, le ministre de l'Énergie a rencontré le directeur général de l'Alliance solaire internationale au Zimbabwe. Également dans l'actualité, clôture d'un focus groupe consacré au défi de la formation et de l'insertion professionnelle. En nouvelles du monde, le chef de la diplomatie du Qatar s'est rendu à Téhéran pour discuter des développements régionaux et renforcer la coordination avec l'Iran. C'était les titres. Place au développement de ce journal et nous ouvrons ce journal en allant au Zimbabwe où le ministre de l'Énergie, Dr Jama Mohamed, s'est entretenu à Victoria Falls avec le directeur général de l'Alliance solaire internationale. Les discussions ont porté sur le renforcement des compétences nationales, l'électrification rurale, le déploiement de mini-réseaux solaires dans 20 zones prioritaires. Djibouti souhaitant également accueillir un centre régional Starcy dédié aux technologies solaires. L'ISA a réaffirmé également son soutien à Djibouti et présenté des initiatives visant à renforcer les investissements privés dans l'énergie solaire en Afrique. Dans l'actualité également, il y a cette clôture du tournoi sportif d'été à Ouéha. En effet, l'Association pour le développement des sports de Ouéha, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, la préfecture de la région d'Arta a procédé à la clôture du tournoi sportif d'été organisé dans la localité de Ouéha. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance festive et conviviale en présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Fardoussa Moussa, du ministre du Travail, Younis Al-Guedi, ainsi que du préfet de la région d'Arta, Hassan Dabalé. De nombreux jeunes organisateurs habitants ont également pris part à cette clôture. La grande finale a opposé l'équipe de Ouéha à une équipe venue de la capitale. Au terme d'une rencontre disputée devant un public nombreux, l'équipe de Ouéha s'est imposée et a remporté le tournoi, suscitant la joie des supporters et des habitants. Organisée durant la période estivale, cette compétition avait pour objectif de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes, renforcer l'esprit d'équipe, de favoriser également la solidarité, la cohésion sociale. Cette initiative offre également aux jeunes un cadre sain d'épanouissement, de développement de leurs talents. À l'issue de la clôture du tournoi, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa, s'est exprimée au micro de la RTD. Pour assister à la finale du tournoi de l'amitié, l'association ADS a organisé pendant l'été ce tournoi en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture et les secrétariats d'État chargés des sports. Aujourd'hui, je suis très impressionnée par la mise en place de cette finale et surtout les spectateurs, les jeunes, la population, tous ceux qui sont sortis pour soutenir leurs équipes. Alors c'est l'équipe de Ouéha et une équipe qui vient de Djibouti. Un atelier consacré aux alternatives éducatives et à la professionnalisation des éducateurs s'est poursuivi le 27 août au CRIPEN en présence des principaux acteurs de l'éducation, de la formation, de l'accompagnement des publics vulnérables. Les travaux ont permis d'approfondir les résultats du diagnostic national, de mettre en évidence la diversité des dispositifs existants. Les participants ont également identifié plusieurs défis, notamment la pérennisation des financements, l'amélioration du suivi, la reconnaissance des acquis, le renforcement de passerelles vers la formation professionnelle et l'emploi. Une attention particulière a été accordée à la formation initiale et continue des éducateurs ainsi qu'à l'inclusion des personnes en situation
de handicap à la prise en compte des réalités linguistiques du pays. Les échanges doivent ainsi contribuer à l'élaboration d'un cadre national de référence visant à améliorer la qualité, la coordination, la pérennité des alternatives éducatives. Et pour plus de précision, nous vous proposons de suivre cette intervention du secrétaire général du ministère de l'Éducation. Ces alternatives éducatives sont pour nous aussi, donc, comme leur nom l'indique, des moyens pour remettre dans le cursus tous les enfants. On l'a dit déjà la dernière fois. Donc, je forme le vœu que le travail sur les cadres de référence nationale soit finalisé, que nous aussi en interne, nous allons les lire avant de le valider au niveau de la Confémen, au niveau déjà du ministère. Il y aura certainement une équipe qui va relire et qui va pouvoir peut-être apporter une dernière lecture ou une contribution pour que ce soit un document qui soit validé par les ministères de manière institutionnelle. Inch'Allah. Voilà, donc je voudrais, au nom du ministre ici aussi, donc remercier tous les participants, remercier aussi les deux consultants, remercier Madame la correspondante nationale de la Confémen, Madame la conseillère technique, pour le travail réalisé, et sans qui, je pense, cet atelier n'aurait peut-être pas eu lieu. Et donc, remercier aussi la Confémen et plus particulièrement le secrétaire général de la Confémen. Je vous souhaite un très bon week-end. On déclare, Inch'Allah, cette séance, cet atelier clos. Je vous l'annonçais en titre, la clôture d'un focus group sur l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. La salle de formation de l'Institut national d'administration publique, l'INAP, a accueilli hier la cérémonie de clôture d'un focus group consacré aux défis rencontrés par les jeunes en matière d'employabilité, de formation professionnelle et d'insertion. Organisé par le ministère du Travail avec l'appui technique de la Commission des Nations Unies pour l'Afrique, la CEA, cette rencontre de 2 jours a réuni des jeunes, plusieurs acteurs concernés par les questions d'emploi et de formation. Les échanges ont porté notamment sur l'accès à la formation professionnelle, l'acquisition de compétences adaptées aux besoins du marché du travail, les opportunités d'emploi, les mécanismes d'accompagnement à l'insertion. Les participants ont également partagé leur expérience et formulé des pistes de solutions pour faciliter l'accès des jeunes à l'emploi. Et prenons la parole à cette occasion, le conseiller technique principal du ministère du Travail a souligné que l'emploi des jeunes constitue une priorité en raison de son rôle essentiel dans le développement économique et social du pays. Nous arrivons au terme de cet atelier consacré au focus group sur les défis des jeunes en matière d'employabilité, de formation et d'insertion professionnelle. Au cours de ces travaux, nous avons eu l'occasion d'écouter, d'échanger et surtout de mieux comprendre les réalités auxquelles notre jeunesse est confrontée dans son parcours vers l'emploi. Ces échanges sont précieux car ils nous permettent de dépasser le constat et de mieux identifier les réponses que nous devons collectivement apporter. La question de l'emploi des jeunes est au cœur des priorités de notre gouvernement. Elle touche directement à notre développement économique et social, mais également à la confiance que nous devons donner à notre jeunesse en lui offrant des perspectives réelles. Aujourd'hui, notre responsabilité est claire. Faire en sorte que chaque jeune puisse disposer des compétences, des opportunités et l'accompagnement nécessaire pour accéder à un emploi décent et construire son avenir.
Les échanges de cet atelier nous rappellent également une évidence. Nous ne pouvons pas construire une politique de l'emploi efficace sans écouter les premiers concernés. La parole des jeunes doit être prise en compte dans la conception de nos politiques publiques, car ils sont les mieux placés pour nous faire connaître leurs difficultés, leurs attentes, mais aussi leurs ambitions. C'est dans cet esprit que le ministère du Travail poursuivra ses efforts pour renforcer le dialogue et la coordination entre les différents acteurs. Aucune institution ne peut avancer seule. L'État, les entreprises, les établissements de formation, les partenaires sociaux, les organisations internationales et la société civile doivent unir leurs forces autour d'un même objectif: améliorer durablement l'accès des jeunes à l'emploi. Les recommandations qui émergeront de ces travaux devront maintenant être valorisées et traduites en actions concrètes. C'est tout le sens de notre démarche dans le cadre de la feuille de route 2026-2030 du ministère du Travail. Passer des constats aux solutions et des solutions aux résultats. Ensemble, faisons de la formation et de l'emploi des jeunes non seulement une priorité de nos politiques publiques, mais un véritable levier du développement de Djibouti. Et suivant cette fois cette réaction du représentant des jeunes. Je suis très heureux d'être ici afin de représenter et de parler au nom de la jeunesse djiboutienne. Nous, jeunesse djiboutienne, nous voulons d'être écoutés, impliqués. Nous voulons aussi d'être représentés dans toutes les décisions importantes au sein de notre nation. Nous demandons des formations professionnelles de qualité, reconnues à l'international, mais aussi un vrai accompagnement professionnel, tel que des stages, mais aussi des mentorats. Nous appelons aussi à la mise en place d'un quota ou d'un mécanisme dédié à l'insertion professionnelle. Nous ne demandons pas des privilèges, mais nous demandons une chance équitable afin de servir et de contribuer au développement de notre nation. Et à Mouloud, cette aide financière pour 168 ménages sinistrés. En effet, le Croissant Rouge de Djibouti a effectué jeudi à Mouloud un transfert monétaire au profit de 168 ménages dont les toitures ont été détruites ou fortement endommagées par les vents violents du 27 juillet dernier. Chaque ménage a bénéficié d'une aide de 80 000 francs destinée à contribuer aux travaux de réparation, de réhabilitation des habitations. Au total, 13 millions de francs djiboutiens ont été directement transférés aux familles bénéficiaires. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la réponse multisectorielle mise en œuvre par le Croissant Rouge de Djibouti avec le soutien de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge à travers son fonds d'urgence pour les réponses aux catastrophes. La cérémonie a réuni plusieurs responsables administratifs, régionaux, ainsi que les équipes du Croissant Rouge, les volontaires, les représentants des communautés, les familles bénéficiaires. Ainsi, cette assistance vise à accompagner les ménages sinistrés dans la remise en état de leur logement. Et pour plus de précisions, suivant cette réaction de la représentante du Croissant Rouge. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici tous pour mener une activité de distribution des cash pour 168 ménages affectés par les dernières intempéries qui a eu lieu en juillet à Mouloud. Cette intervention humanitaire du Croissant Rouge de Djibouti intervient et s'enregistre dans le cadre d'une réponse de DREF, réponse des fonds d'urgence de DREF, en collaboration avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, ici avec nous. On va mener cette distribution des cash pour abri,
pour permettre à ces 168 ménages à contribuer dans leurs efforts, mais aussi les efforts du gouvernement local et du pays, à contribuer auprès, à se présenter solidairement auprès de ces ménages affectés. C'est aussi un résultat d'un travail collectif avec les autorités locales, dont je remercie à cette occasion. Je remercie aussi la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui nous a aussi permis d'accéder à ces fonds d'urgence afin de venir répondre rapidement auprès de notre communauté, mais aussi à notre équipe technique du Croissant-Rouge qui sont là jour et nuit avec la communauté pour mieux amener les assistances dans les besoins. Je remercie aussi nos volontaires d'ici, de Mouloud et de Dikil aussi, qui sont les colonnes vertébrales de la Société nationale du Croissant-Rouge. J'espère et j'exprime profondément notre respect et solidarité avec la communauté de Mouloud affectée et je souhaite pleinement que cette contribution, bien sûr que ça ne va pas remplacer tout ce qui a été perdu, mais ça va contribuer au moins dans leurs efforts et à leur étape de relèvement. Merci à tous. Et autre intervention que nous vous proposons de suivre, c'est celle du préfet adjoint. Nous sommes ici à Mouloud dans le cadre d'une opération appelée DREF, comme vous le voyez. Nous sommes avec la Croix-Rouge qui va procéder à la distribution de l'assistance monétaire aux familles touchées affectées par les dernières intempéries accompagnées des bourrasques. Donc il s'agit de 168 familles qui recevront à hauteur d'une somme afin qu'ils puissent reconstruire leurs habitations. Donc le montant total est bien déterminé et nous remercions la Croix-Rouge pour cette assistance. Il y a également une assistance d'un ingénieur qui est disponible ici et qui va mener une étude afin de déterminer et d'appuyer aussi, de former les maçons de cette localité. Donc nous remercions la sous-préfecture, les comités de développement dont à la tête M. Mohamed Sougué, ainsi que M. Mahmoud. Nous remercions également à l'endroit de toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cet événement. Merci. Et place cette fois à ce magazine de la rédaction à l'occasion de la COP17 des solutions locales face à la dégradation des terres. À cette occasion, les initiatives locales, les solutions durables mises en œuvre pour lutter contre la dégradation des terres et renforcer la résilience communautaire sont à l'honneur. La 17e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, la COP17, se tient à Oulan-Bator, en Mongolie. Pendant près de 2 semaines, les délégations examinent les défis liés à la dégradation des terres et à la sécheresse, particulièrement dans les pays arides. Pour Djibouti, les enjeux sont importants. La rareté de l'eau, la dégradation des terres et les sécheresses affectent directement les populations, notamment dans les zones rurales et pastorales. La COP17 représente ainsi une occasion pour Djibouti de porter ses priorités, de défendre des solutions adaptées aux territoires arides et de renforcer les partenariats et l'accès au financement. Pour mieux comprendre les effets de la sécheresse et de la dégradation des terres sur les communautés, nous avons rencontré un responsable de l'association Paris, engagé sur le terrain. Aujourd'hui, la communauté rurale vit au quotidien la sécheresse. C'est une chose bien réelle. Quand on parle de la sécheresse, on parle de la rareté de l'eau, de la raréfaction des végétations et toutes ces notions impactent directement les éleveurs. On voit aujourd'hui que les éleveurs parcourent des distances pour pouvoir abreuver leurs chèvres. Face à ces défis, la réponse passe aussi par des solutions développées localement. Meilleure gestion de l'eau, restauration des sols, préservation des parcours pastoraux et diversification des ressources. Parmi ces solutions, le figuier de Barbarie constitue une piste intéressante pour les zones arides. Résistant à la sécheresse, il peut notamment servir de ressource fourragère complémentaire et contribuer à réduire la pression sur les pâturages. Sur le terrain,
L'association expérimente notamment cette plante comme l'une des pistes de réponse aux conditions d'aridité. Selon l'association Paris, promotion de l'agro-sylvopastoralisme pour une résilience inclusive, face à la désertification et aux sécheresses récurrentes, le figuier de Barbarie représente, lorsqu'il est associé à d'autres solutions d'adaptation fondées sur la nature, un choix stratégique pour les zones rurales arides. Sa capacité à résister dans des conditions où de nombreuses autres cultures rencontrent des grandes difficultés, notamment face au manque d'eau, en fait, une plante particulièrement intéressante pour renforcer la résilience des territoires. Pour l'association Paris, l'intérêt ne se limite pas à sa résistance à la sécheresse. Implanté de manière maîtrisée dans les terres dégradées, le figuier de Barbarie peut contribuer à restaurer et protéger les sols, lutter contre l'érosion, favoriser la régénération des écosystèmes et renforcer la biodiversité. Il constitue également une ressource particulièrement intéressante pour le monde pastoral. Ces raquettes peuvent fournir une ressource foragère riche en eau pendant les périodes de sécheresse, tandis que ces fruits peuvent contribuer à la diversification alimentaire et à la création de nouvelles activités économiques. C'est donc une approche qui associe restauration des terres, adaptation au changement climatique, sécurité alimentaire, soutien à l'élevage et création d'opportunités socio-économiques dans les régions rurales. Selon l'association Paris, la restauration des terres dégradées par le figuier de Barbarie doit ainsi être considérée comme une réponse holistique à la désertification. Elle ne concerne pas uniquement le sol en tant que support physique, elle peut bénéficier à l'ensemble de l'écosystème rural, notamment aux pasteurs nomades et aux agropasteurs et à leurs cheptels, à la faune et à la flore locale, ainsi qu'un biotope dans lequel ces systèmes de vie sont imbriqués. C'est en cela que le figuier de Barbarie, intégré à un ensemble plus large de solutions fondées sur la nature, peut devenir, selon Paris, un véritable filet de sécurité écologique et socio-économique pour les populations rurales, particulièrement dans les territoires les plus exposés à la désertification et aux effets du changement climatique. La lutte contre la désertification ne repose donc pas une seule solution. Elle nécessite de combiner la gestion de l'eau, la restauration des terres, la protection des parcours et l'accompagnement des communautés. Pour Djibouti, l'enjeu est désormais de transformer les engagements de la COP17 en actions concrètes et durables. Restaurer les terres, c'est préserver les moyens de subsistance et renforcer la résilience des populations face aux sécheresses. Et de là, nous passons à l'essentiel de l'actualité internationale en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a lancé une campagne de vaccination destinée au personnel de santé à Kiganzani. Alors que l'épidémie d'Ebola continue de se propager, les autorités renforcent également le dépistage, la surveillance et la prise en charge des personnes exposées. Nous allons parler du renforcement du dialogue régional entre le Qatar et l'Iran. Le ministre qatari des Affaires étrangères s'est rendu à Téhéran pour discuter du développement régional avec des responsables iraniens. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la solution sécuritaire, ainsi que les efforts diplomatiques visant à réduire les tensions au Moyen-Orient. Et ces nouvelles frappes israéliennes au Liban, des frappes israéliennes ont ciblé Nabatiyeh dans le sud du pays. Malgré un cessez-le-feu en vigueur, Israël affirme avoir agi après avoir accusé le Hezbollah d'avoir lancé des drones explosifs. Cette nouvelle escalade fait craindre une détérioration de la trêve et une reprise des hostilités. Et cette lutte renforcée contre les incendies en Indonésie, les autorités indonésiennes intensifient leur opération pour contenir les incendies qui ravagent des forêts et des tourbières. Les feux provoquent d'importants nuages de fumée et une dégradation de la qualité de l'air, suscitant des inquiétudes pour la santé des populations.
Et pour clore ce journal, nous allons au Népal où une catastrophe glaciaire meurtrière a fait plus de 390 morts et de 1400 disparus. Les secours poursuivent leurs recherches dans des conditions difficiles. Plusieurs routes et ponts ayant été détruits. Les autorités restent également en alerte face au risque de nouvelles crues. Et c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à toutes et à tous.